là, c'est l'atelier sur les jeux territorialisés, adaptés, mutualisés, diffusés. Moi, je suis Lucie Cuartero à la Compagnie des Rêves Urbains et sur cette thématique, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Wilfried Jobert et Julie Lebert du CAUE du Var et Mireille Sicard de la Maison de l'Architecture du Lizère et Pauline qui est avec nous pour la partie on va dire, plus technique de la Cité de l'Architecture, Pauline Robert. Voilà, donc si vous avez des soucis, quoi que ce soit, écrivez, n'hésitez pas à nous écrire dans la discussion ou le chat, selon comment ça s'appelle de votre côté. Voilà, je vais passer la main à Wilfried Jobert et Julie Lebert du CAUE du Var pour nous parler de leurs actions territorialisées et leur réseau. Bonjour tout le monde. Donc nous, on a deux expériences, du moins une support de l'autre. D'un côté, on a un outil numérique qui s'appelle Archistoire, qui était d'abord un outil qui permettait de faire une balade numérique et que très vite, on a fait évoluer vers un outil plus d'interprétation de l'architecture, du paysage, et qu'on a essayé de territorialiser sur notre département. Donc, c'est parti de la ville de Toulon et aujourd'hui, c'est une application qui sillonne un petit peu tout le département et qui a vocation à se multiplier. Et de cette volonté-là, mais je dirais aussi d'une démarche philosophique, il était intéressant pour nous de le mutualiser avec les autres CAUE. Donc, ce qu'a fait le CAUE Var, c'est qu'il a offert la mise à disposition de cet outil à l'ensemble des CAUE pour qu'eux-mêmes puissent créer avec cet outil des parcours, donc qui sont plus ou moins ludiques en fonction du choix éditorial du parcours. Mais voilà, c'est un support que nous avons souhaité mettre à disposition des CAUE. Et ensuite, les CAUE peuvent travailler avec d'autres partenaires pour construire des parcours qui aujourd'hui vont plus loin avec des blocs diagrammes, des frises chronologiques. C'est un outil à découvrir, mais qui nous permet effectivement de travailler en support sur une territorialisation de nos actions. Et ensuite, il y a Archichronopolis, qui est un jeu qu'a créé Julie Lebert, qui est là, qui est un jeu de plateau qui est destiné au public des centres aérés. Donc, c'est un jeu qui est très ludique, qui peut se faire dans un temps court et dans un temps plus long, où on n'est pas du tout dans un jeu les uns contre les autres, mais c'est plutôt un jeu collectif. Et en fait, l'ensemble des joueurs jouent contre le jeu. Et en fait, ce jeu aujourd'hui qui a été fait sur Toulon s'appuie sur Archistoire, sur différents éléments du jeu. Donc, c'est aussi le fait de mutualiser nos compétences et nos contenus. Donc, voilà. Donc, nous, c'est cette démarche-là. Et aujourd'hui, Archichronopolis doit faire l'objet d'une territorialisation sur une autre ville, qui est la ville de Brignoles dans le Var également. Et donc, on va sur un parcours avec Archistoire en numérique qui va servir également d'optimiser le jeu Archichronopolis. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, nos jeux à nous et nos démarches, elles sont toujours dans cette dimension de sensibilisation au plus grand nombre. Et effectivement, que d'avoir un support numérique permet aussi de toucher un plus large public et de s'adresser aussi à un public parfois plus jeune, plus au fait de ces outils-là. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis après, voilà, on reste ouvert à toutes vos questions, et notamment Julie qui a véritablement la compétence sur cette mission-là. Voilà. Merci. Oui, on prendra un petit temps de questions suite à nos trois présentations pour un petit peu approfondir ça avant le temps de travail collectif. Du coup, je passe la parole à Mireille Sicard pour nous parler de archipédagogie. Oui, bonjour. Alors, archipédagogie, donc, qui s'appelle
aussi le duo transmettre l'architecture. C'est un site qui a été créé en 2012, dont j'étais chef de projet, par le réseau de maisons d'architecture. C'est un site contributif qui a pour objectif la mutualisation, d'une part, des actions pédagogiques, d'autre part, des formations. Il y a quelqu'un qui dit que le son est compliqué. Je ne sais pas si on m'entend bien, mais bon, j'espère. Donc, vous voulez que j'interrompe le temps de… Non, c'est bon, je continue. Voilà. Donc, du coup, d'une part, les actions pédagogiques, d'autre part, les formations et aussi les ressources. Et donc, tout ce qui va être outils pédagogiques, livres, bibliographie et les jeux sont donc consultables sur le site Archipédagogie. Il est ouvert à tous, à toutes les structures, à tous les participants. Les seules conditions, c'est qu'il doit s'agir en fait d'une part soit de médiateurs ou d'architectes intervenants, d'autre part d'enseignants ou d'animateurs qui s'adressent à des publics jeunes. Et donc, c'est assez spécifique parce que dans l'archipédagogie, c'est l'architecture et la ville et c'est les jeunes publics. Et donc, voilà, il y a certaines conditions. Pourquoi on a choisi cette ouverture? Le réseau des maisons d'architecture ne voulait pas se consacrer uniquement à ce qui était produit par les maisons, mais vraiment toutes les associations, tous les organismes, etc. C'est vraiment dans ce souci de mutualisation et parce que c'est intéressant de partager, de transposer et ça rejoint du coup la question de la territorialisation, c'est-à-dire que on se rend compte, et on a beaucoup travaillé avec le groupe de travail pédagogie du réseau cette année, que finalement, souvent, quand on a des jeux qui sont territorialisés ou des outils, on va pouvoir identifier quelles sont leurs méthodes, leurs démarches, quelles sont également leurs thématiques, leurs notions, et à partir de là, en fait, les recontextualiser dans un autre territoire. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans cette question de la mutualisation, c'est de se dire, on doit pouvoir partager et puiser dans un panel le plus large possible pour ne pas tout réinventer à chaque fois qu'on fait quelque chose et justement pour diffuser et tenir compte du contexte du territoire, mais aussi de qui le fait et à qui c'est destiné, parce qu'il y a la prise en compte du public qui est importante aussi. Voilà pour la présentation. Donc, Archipédagogie joue ce rôle d'une diffusion la plus large possible. Et juste une petite chose, actuellement, le site, il est en restructuration. Donc, vous pouvez consulter tout ce qui a été mis jusqu'à présent, mais pendant une petite période, on ne peut plus l'alimenter de nouvelles ressources. Mais ça va revenir. Bon, pour le reste, je pense que je répondrai aux questions et contribuerai aux ateliers. Merci. Donc, Lucie, si tu veux enchaîner. Merci Mireille, excuse-moi, j'arrivais pas à rallumer mon micro. Super. Alors du coup, moi je vais parler rapidement de notre côté à la compagnie. Donc on a deux petits sujets à aborder. Par exemple, un exemple de jeu qui est facilement territorialisable puisque du coup nous on connaissait la version, on va dire générale française et on en a fait une version spécifique à Marseille. C'est le jeu Archifreeze. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu où en fait, en gros, on choisit des monuments ou des villes, des morceaux de villes qui représentent des époques spécifiques, historiques, des styles en particulier, et puis on doit les remettre dans l'ordre chronologique de construction avec des indices au dos, des éléments
médiation sur le patrimoine, l'histoire, l'architecture, etc. Et c'est un exemple, voilà, les jeux de cartes en général, comme c'est facile aussi à produire, et cette mécanique de jeu-là avec la frise en fond et les différents niveaux de cartes sont par exemple un modèle, un support qui est facilement adaptable à un territoire. Et sur le catalogue en ligne donc, de la ville en jeu, on peut retrouver aussi, c'est du coup une base de données sur laquelle on peut retrouver tout un tas de jeux. Et par exemple, je vous mets le lien dans le chat si jamais vous voulez y jeter un œil. Dans les ressources du site, on a également proposé quelques jeux qui sont personnalisables, c'est-à-dire qu'on a mis les fichiers vierges, les fichiers sources. On a proposé des techniques aussi pour les adapter à votre thématique ou votre territoire. C'est un exemple, hein, mais c'est une manière aussi d'aborder cette question. Donc sur le catalogue, il y a à la fois donc, des jeux avec des mécaniques de jeu qui sont assez simples, qu'on peut télécharger en PDF, par exemple, pour les jeux en print and play, ou dans l'espace ressources, il y a aussi pas mal de ressources, de conseils, de choses comme ça pour soit créer son jeu, soit adapter un jeu existant, le tester, l'adapter. Voilà, c'est un espace qui peut être aussi ressources sur cette question-là, avec des supports et des modèles qui sont utilisables sur d'autres territoires. Bon, je suis peut-être allée un petit peu vite, mais on va prendre 5-10 minutes pour si vous avez des questions sur déjà les petites présentations qu'on vient de vous faire, qui sont en fait des exemples pour un petit peu vous rentrer dans le sujet, vous donner des idées un peu de jeux, de supports, d'espaces de mutualisation. Et ensuite, on va prendre un temps un peu plus long pour réfléchir ensemble, en groupe, pour travailler en groupe. Est-ce que déjà, vous avez des questions? Vous pouvez soit allumer votre micro, soit écrire dans le chat. On peut rajouter que pour Archistoire, on peut sur Apple Store et Play Store, on peut télécharger l'application Archistoire Destination Var qui permet déjà de voir des contenus et voir aussi qu'il existe d'autres archistoires en Garonne, puisqu'on a travaillé avec le CAUE de Toulouse aussi par rapport à ça. Donc, ça peut permettre à chacun de découvrir cet outil. Voilà. Qui aujourd'hui est porté par le CAUE Var et la Fédération nationale des CAUE. Sur l'App Store, ok. On pourra mettre les liens peut-être aussi après. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions Oui, moi j'avais une petite question. Cyrielle Balino du CAUE de l'Allier. Bon, ben, voilà, je vois Wilfried qui hoche la tête. On a loupé la dernière fois la session où il y avait l'explication quant à la mutualisation et le procédé qui a été mis en place et toute la méthode. Alors, je vais poser la question, mais je pense qu'en 5 minutes, ça va être beaucoup trop court pour expliquer un peu comment vous avez réussi, du coup, avec la fédération, à faire en sorte que Archihistoire puisse être mutualisable et que d'autres CAUE puissent s'en emparer au niveau de la méthode. J'avoue que ça m'intéresse bien. Il faudrait que je revoie aussi l'intervention que vous avez faite, mais si vous avez déjà quelques infos, je suis preneuse. Alors, je vais le faire rapidement et puis à l'occasion, voilà, vous n'hésitez pas de nous appeler pour avoir de plus amples renseignements ou alors à Clément Briandet à la Fédé qui peut vous répondre. Nous, on est parti au départ, il y a 4 ans, sur véritablement trouver un médium pour optimiser nos parcours. On est parti sur la ville de Toulon, sur un parcours. On a fait appel à un prestataire. On était dans une relation qui était de maître d'ouvrage à prestataire. Mais du coup, on a découvert tout un univers, tout l'univers du digital et toutes les capacités et l'agilité de ces outils-là. Donc, très vite, on est allé plus loin. Et en fait, on a travaillé avec une agence d'ingénierie culturelle qui s'appelle 9V+,
avec qui on a développé clairement l'outil Archistoire. C'est-à-dire qu'au départ, on avait juste un parcours sur Toulon et ensemble, on a construit ce travail-là. C'est 4 ans d'investissement. Il faut savoir qu'un logiciel comme ceci, ça représente entre 250 000 et 300 000 euros. Donc, c'était un investissement important qui a été fait à 50-50 avec la start-up avec laquelle on travaillait. Ça aussi, c'était un partenariat inédit, hein, puisqu'on était avec un partenaire privé. Et très vite, nous, on s'est dit, on va le développer sur le département. Comment on peut travailler pour le développer sur le département? Il y a eu une réflexion là-dessus, une itération qui a été faite, et on l'a développé au département. C'est un outil qu'on a présenté, qui a été retenu au CES de Las Vegas, puis à Vivatech à Paris, etc. Donc, des super retours, un engouement par rapport à ça. Et très vite, avec la Fédé, on a échangé. Et c'est vrai que nous, le CAUE Var, on est plutôt dans une démarche de mutualisation, de partage, de co-construction, d'intelligence collective, etc. Voilà. Comment on ne consomme pas l'autre, mais comment on travaille avec l'autre. Et dans la question du territoire, il y a effectivement le territoire géographique, mais il y a effectivement aussi le territoire humain. Donc voilà, comment on vit ça ensemble. Et c'est vrai que la fédération voilà, nous a aidés à faire que ça devienne un outil national. Et du coup, on a construit, c'est surtout la Fédé qui a travaillé là-dessus, surtout l'encadrement juridique et professionnel, parce qu'effectivement, que le digital, c'est ancien, mais c'est nouveau aussi, et que le cadrage juridique est assez important à mettre en place. Mais on l'a fait, on a travaillé pendant 1 an sur le cadrage juridique et les différentes conventions qui font qu'aujourd'hui, voilà, Archistoire devient un outil des CAUE qui s'en empare, bien évidemment, mais c'est estampillé CAUE et ça permet voilà, véritablement de pouvoir construire sur son territoire des interactions avec cet outil d'interprétation de l'architecture et de l'urbanisme et du paysage. Voilà pour faire rapide. Et vous avez eu du coup depuis des CAUE qui vous ont sollicité par rapport aux différentes méthodes? Je vois Clément qui hoche la tête, oui. Oui, effectivement, de l'expérience, Archistoire devient une marque voilà, de CAUE du Var et 9B+. On l'a transformé en kit, un kit à la fois méthodologique qui explique pas à pas comment construire sa destination Archistoire, et puis un kit juridique. Voilà, ça a été long et complexe parce que dès qu'il y a du numérique, effectivement… mais du coup, on a un outil qui est prêt à l'emploi pour les CAUE. Et donc, effectivement, depuis que le kit est sorti, on a pas mal de demandes de renseignements à tous les stades. Il y en a qui sont prêts à partir, il y en a qui se renseignent. Merci pour vos questions et vos précisions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient des précisions? Oui, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Moi, je voulais justement, je trouve que ce qui est intéressant et ça complète voilà, nos interventions, c'est que là, donc vous dites bien et on voit quel investissement ça a représenté de créer cette application, parce que du coup, c'est aussi une application. Et donc, ça devient un outil des CAUE. Mais justement, ça pose aussi la question dans la mutualisation avec qui on partage en fait. Et donc, ce qui est, enfin nous dans le site Archipédagogie, justement, c'est ouvert autant aux CAUE qu'aux maisons d'archi, comme d'autres associations, mais c'est ouvert parce que c'est un site où on indique quelles sont les ressources, on ne les donne pas forcément, on indique qui sont les interlocuteurs des ressources, comment les contacter, et ça permet de se dire qui a fait ça, qui a fait telle autre chose. Et donc, je pense qu'une des questions de la territorialisation, en dehors de comment bien identifier quels étaient les objectifs, les méthodes, c'est-à-dire de prendre du recul pour retrouver un nouveau contexte, par exemple sur un parcours, il y a aussi quels sont les enjeux pour les personnes qui l'ont créé et comment on peut le partager ou pas
parce que voilà, on ne peut pas non plus tout partager. Donc voilà, moi je voudrais savoir s'il y a des réactions justement par rapport à cette question voilà, des enjeux de l'ouverture en fait de ce partage. Juste Il n'y a pas de réaction. Ouais, pardon. Pour reparler d'Archistoire, c'est un CAE qui ouvre une destination à l'échelle de son département, mais qui peut créer des stories avec plein de partenaires différents, avec un musée, avec une communauté de communes, avec le département, avec un PNR, etc. Du coup, le jeu d'acteur, il se fait à ce niveau-là, et tout est possible. C'est juste le CAE qui est garant d'un contenu, d'une ligne, voilà. Mais après, il peut travailler avec de nombreux partenaires. Et c'est le Sésame, c'est passé par un CAE qui se porte garant de la qualité des contenus. Mais après, tout est possible à l'intérieur de ce contexte. Oui, parce que le but, ce n'est pas de recréer des parcours touristiques ou commerciaux qui, par ailleurs, existent déjà beaucoup dans les communes touristiques chez nous, par exemple. C'est vraiment que les CAE, effectivement, comme disait Clément Briandet, soient garants d'une ligne de transmission de connaissances. Voilà. Il y a effectivement une charte qui accompagne le kit. Voilà, la publicité, etc., sont interdites. Hein. C'est vraiment sur des contenus aussi bien culturels que sur le paysage, la biodiversité, l'architecture, l'histoire. Enfin, tout est croisé. Alors, je suis désolée, j'ai encore une question. J'en aurais beaucoup, mais j'en profite que vous êtes là. Est-ce que du coup, le fait d'avoir réussi à monter ce kit et à mutualiser l'outil, ça génère aussi chez vous une augmentation au niveau de la masse salariale? Est-ce qu'il y a une personne qui est dédiée à ça pour répondre du coup à l'ensemble des demandes, ou est-ce que c'est justement avec la Fédé qu'il y a une sorte de partenariat, une répartition des demandes qui est faite pour y répondre? Voilà. Alors, je dirais que ça dépend de chaque CAE, puisqu'il y a des CAE qui sont plus ou moins importants hein, en termes de salariés. Et ensuite, ça dépend aussi des partenaires avec lesquels vous travaillez. C'est-à-dire que vous avez des parcours, des blocs diagrammes ou que sais-je encore, qui peuvent être faits avec un partenaire qui possède déjà énormément de contenu, qui a déjà des sources très importantes. Et il s'agit pour nous d'avoir dans ce cadre-là une intervention qui est plus légère, d'accord, qui ne nécessite pas un temps important pour un salarié. Après, il y a des parcours qui nous sont demandés où, par exemple, le partenaire n'a pas forcément les sources. À ce moment-là, ça veut dire qu'effectivement, il faut dégager du temps en interne pour travailler sur le parcours. Donc voilà, ça dépend un petit peu des capacités et du partenaire et du CAE. Il y a des CAE où ils sont 17 salariés, la répartition peut se faire de façon plus simple entre chacun pour créer un parcours. Il y a des CAE où ils sont 6, très clairement, ça veut dire une autre façon de travailler. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous, historiquement, on a un partenariat avec 9V+, hein, qui est une ingénierie en innovation culturelle, mais qui a aussi une compétence muséographique et scénographique d'un côté, mais aussi en termes de contenu. Et effectivement, nous, CAUE Var, on est plutôt, on va dire, un petit peu précurseur, donc on a pas mal de parcours. Et c'est vrai que l'agence 9V+, par exemple, s'était agrégée d'urbanistes, d'archéologues, etc., pour nous aider dans la fabrication des contenus. Voilà. Et j'ajouterais que chacun peut aller à la vitesse souhaitée. Enfin, un CAE peut très bien faire juste deux stories archi-histoire, aller plutôt doucement en fonction de ce qu'il est en train de faire, ou des gros CAE qui iraient plus vite, qui veulent tout de suite avoir une destination avec 5 stories. Enfin, voilà, on peut calibrer selon ses capacités. Moi, je veux bien témoigner. Donc, Martine Combeau, je suis architecte au CAE de la Gironde. Et donc, effectivement, on s'est emparé, merci Wilfried, de cette opportunité de prendre Archistoire.
Et donc, mais on commence doucement, on a choisi de commencer doucement. Et donc, on va commencer à juste mettre un parcours qu'on avait déjà, mais pas sous cette forme-là, qu'on a fait il y a quelques années pour une manifestation particulière qui dormait dans un placard. Et on s'est dit que c'était un peu l'occasion de le faire partager à tous. Et donc, toute la matière, pour le coup, pour ce parcours-là, on l'a déjà. Donc, ça va être juste une façon de le remettre au goût du jour et de le faire connaître à plus. On va travailler effectivement avec 9mai+, pour qu'ils nous mettent en forme. Mais pour le coup, nous, au niveau du CAUE, on a toute la matière pour ce parcours-là. Et si ça marche bien, ben, effectivement, on fera plus de parcours, d'autres qu'on a déjà et qu'on remettra, et sans doute d'autres qu'on créera. Mais pour le coup, ça va être au cas par cas, et on avance à petits pas en fonction de ce que ça donne. Donc, pour l'instant, pour nous, pas de surcharge de travail, puisqu'on travaille avec des choses qu'on a déjà. Voilà. Il y a déjà un bon réseau, là, enfin, une bonne transmission de support sur des territoires. C'est intéressant, l'expérience des CAUE là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir ou on passe au petit temps de travail Ce que je vous proposais, du coup, maintenant, c'est de prendre 20 minutes je vais vous mettre en petit groupe de discussion de 4-5 personnes pour discuter, échanger à partir de vos expériences et vos envies, vos besoins, etc. D'essayer de répondre un petit peu à ces questions. En tout cas, c'est des fils conducteurs de la discussion. Donc, comment faciliter l'adaptation des jeux au territoire et comment favoriser la mutualisation des ressources. C'est un peu large, mais ça permet d'avoir une base de réflexion. Oui, c'est différentes énergies après qui se mettent un peu en contact. Nous, on essaie au maximum de favoriser la collaboration et l'accessibilité du coup à travers effectivement la ville en jeu sous plein de formes, entre les webinaires, les sessions d'accompagnement de jeu, le catalogue, etc. Et c'est l'archi-pédagogie est hyper riche aussi de tout ça, de ressources, de relais, voilà, plein de choses aussi qui peuvent servir. Donc voilà, effectivement, la fédération des CAE a l'air assez avancée sur certaines questions. Donc, il y a déjà pas mal de pistes pour aller plus loin sur ces questions d'adaptation des jeux sur les territoires et de mutualiser les ressources. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on aurait, si vous pensez à autre chose, s'il y a d'autres réseaux que vous connaissez ou de ressources qu'on n'aurait pas abordées, qu'on ne connaîtrait pas, peut-être à partager avec tout le monde. Parce qu'on ne sait pas tout, on débarque aussi un peu dans cet univers-là des jeux urbains, architecturaux urbains. D'ailleurs, si vous voulez, j'y pense là comme ça, mais si vous voulez les réseaux de joueurs gamers, c'est vrai, je ne sais pas si, est-ce que Julie, tu en connais en particulier des endroits où on peut trouver ces réseaux-là? Alors nous, vous, je pense que vous en connaissez peut-être plus que nous, mais c'est vrai que dans la conception d'Archichronopolis, dès qu'on a pu rencontrer le président de l'association Les Yeux dans les Jeux qui nous a aidés sur les mécaniques d'Archichronopolis, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une foultitude de jeux vraiment du milieu gamer qui existaient sur le thème de la ville et de la construction. Et dont nous, on n'avait pas connaissance parce que ce n'est pas notre expertise, le jeu au départ. Et en fait, avant de commencer même la conception d'Archichronopolis, la première étape avec eux, ça a été de jouer à ces jeux-là. Et je n'ai pas passé assez de temps, j'en suis désolée, d'explorer votre catalogue de la ville en jeu, mais il y a des jeux existants qui sont vraiment du milieu gamer qui parlent de la ville déjà. Alors, pas forcément avec nos
nos ambitions pédagogiques, mais qui ont déjà comme sujet ou comme support ou comme territoire ou décor la ville ou l'architecture. Voilà. Oui, on en a quelques-uns aussi au bureau qu'on a testés, qui sont des jeux comme Carcassonne ou Paris 1800. Je ne sais pas si vous les connaissez. Oui, il y a ça. Et puis, il y a dans des mécaniques simples, peut-être un peu plus mathématiques, il y a un jeu qui se passe dans le désert où on joue avec, je ne me souviens plus de son nom, mais où on joue avec, on construit une mini-ville dans le désert avec un système de grilles. Avec des ressources, des choses comme ça. Je sais plus. Non, je ne crois pas que celui-là, il y ait des ressources. Je ne me souviens plus exactement, il y a 2 ans. Et puis, dans notre cycle qui vient, donc avant Archichronopolis, dans les médiations, on a adapté aussi un jeu qui s'appelle Architect. Je ne sais pas si tu le connais. Où là, le thème, c'est les hommes de Cro-Magnon. Et on a un homme de Cro-Magnon, chef de chantier, qui doit faire deviner à ses ouvriers comment faire des montages en 3D avec des onomatopées. C'est hyper rigolo. Alors, effectivement, sur les contenus architecturaux, c'est très, 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 très basique. Mais ça parle déjà de ça, d'une certaine façon. C'est vrai que nous, dans le catalogue Ville en jeu, on avait fait un appel à participation, en fait, pour que les personnes qui avaient créé des jeux qui puissent nous les proposer pour qu'on les référence dans cette base de données. Mais on avait un certain nombre de critères, et en fait, dans nos critères, c'était un peu compliqué de mettre des critères déjà, mais on ne pouvait pas tout prendre non plus. Donc, c'était une manière de dire, voilà, un jeu pédagogique, ça veut dire qu'il y a un apport de connaissances, un certain apport de connaissances sur une thématique donnée à travers le jeu. Et de fait, ça met un peu de côté certains jeux dont la mécanique est géniale, dont le support visuel, etc. sont super, mais où on se rend compte à la fin du jeu, en y jouant, qu'on n'a rien appris de nouveau, quoi. Et il y a un peu ce truc. Donc, ça peut être des super outils, peut-être de sensibilisation pour découvrir un territoire, pour le pratiquer. Je ne sais pas trop comment, mais oui, on pourrait mieux s'appuyer peut-être sur ces... je ne sais pas après, parce que quand on en discute avec des vrais gamers, ce qui les intéresse, eux, c'est vraiment la mécanique du côté ludique du jeu. Du coup, le jeu pédagogique, c'est déjà quelque chose auquel ils adhèrent un petit peu moins parce que leur but n'est pas forcément d'apprendre. Donc, c'est intéressant, mais il faut voir sous quels aspects parce que... voilà, oui. En fait, je me dis peut-être que l'idée, ça serait que dans la ville en jeu ou archipédagogie ou d'autres bases de données comme ça, ressources, il pourrait y avoir en fait une catégorie jeu non pédagogique, entre guillemets, je mets des gros guillemets, dont la mécanique ou dont la forme est intéressante pour adapter, en fait, est adaptable et peut servir de support, de ressources. Ça pourrait être une ouverture aussi pour faciliter l'adaptation des jeux, de sélectionner déjà des jeux parce que nous, quand on crée des nouveaux jeux, en fait, on se base sur des jeux qui existent déjà, qui ne sont pas forcément pédagogiques. Le jeu de loi, tous ces trucs-là, c'est pas... mais la mécanique est transposable et intéressante. Donc c'est vrai que cette piste-là est intéressante. On n'avait pas forcément creusé... pour la mettre en commun, on va dire, pour la partager avec... Alors que c'est ce qu'on a tous fait, je pense. Quand on a fabriqué des jeux, on a tous pris des mécaniques existantes et on a juste musclé le contenu. Et après, on y ajoute peut-être de la médiation à côté pour pouvoir en parler ou avant ou après ou pendant. Mais au final, c'est ce qu'on a tous fait. On n'est pas des concepteurs de mécanique. Donc, ça peut être une très bonne... Oui, après, il y a des game designers et autres métiers comme ça du jeu. Nous, on travaille beaucoup avec Miguel, par exemple, Rothenberg, dont c'est le métier. Et c'est vrai que c'est des personnes qui sont très, très aidantes et vraiment ressources sur justement comment créer des mécaniques aussi. En gros, lui, je ne sais pas, après peut-être que dans les participants, il y en a qui sont inscrits à ces ateliers à lui. Donc, il a un atelier sur le BABA du jeu pédagogique et je ne sais plus, un deuxième atelier. Mais du coup, il explique vraiment comment, si on veut développer un jeu, d'abord vérifier que le jeu n'existe pas déjà. Ensuite, voir s'il n'y a pas un jeu dont la mécanique, etc., peut être transposable à ce qu'on veut faire. Ou alors, effectivement, créer un jeu de toute pièce de zéro. Et là, ça demande un travail de développement beaucoup plus long. Mais voilà, il y a des personnes qui ont les compétences pour ça et de faire des jeux sur mesure avec des trucs qui fonctionnent hyper bien. Voilà, si on a les moyens et si on peut, c'est aussi bien
d'avoir ce type de contact. Donc, Julie dit, pour mieux mutualiser et adapter des jeux, mobiliser davantage les enseignants. Exemple, pour qu'ils adaptent à leur territoire avec leurs élèves. Oui. Oui, les rendre acteurs, en fait, de ces outils pédagogiques de jeu. C'est pas toujours facile de mobiliser les enseignants. Enfin, nous, de notre expérience, c'est pas évident. Mais parce que voilà, c'est un problème aussi de disponibilité, d'énergie, de compétences, de plein de choses. Mais c'est un très bon relais. Nous, on a une référente éducation nationale qui est détachée un jour par semaine pour travailler sur les sujets de l'architecture et avec qui on travaille à adapter nos médiations hors temps scolaire au temps scolaire et notamment les jeux. Et par exemple, on a parlé un petit peu dans notre groupe du fait de territorialiser, je ne l'ai pas mis en note mais c'est intéressant, la territorialisation d'un jeu existant peut être l'objet d'une médiation en lui-même. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit nous qui passions des heures sur notre ordinateur à refabriquer des supports, etc., en fait, le faire au public qu'on veut sensibiliser, c'est une façon de le faire. Et pour le coup, nous, Archichronopolis, ce n'est possible qu'en milieu scolaire parce qu'en atelier de vacances, c'est beaucoup trop contraignant pour les enfants parce que ça leur demande de s'appliquer comme s'ils étaient à l'école et ils ne sont pas là pour ça. Et on veut respecter ça. Et on a des enseignants qui sont intéressés pour travailler sur la fabrication de nouvelles cartes, par exemple, l'étude de nouveaux bâtiments. Et en plus, nos sujets, architecture, paysage, ville, parlent de tous les programmes pédagogiques de tous les niveaux. Donc, il y a moyen de raccrocher tout ça. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais. Non, c'est une bonne piste aussi, effectivement, de travailler. Ça peut être un projet scolaire. Du coup, d'avoir une méthode un petit peu d'adaptation et de proposer à des publics de faire eux-mêmes, de réaliser cette méthode et de développer. Par exemple, si je prends Archifreeze, qui est un jeu hyper simple, ça, je pense qu'avec un public, que ce soit scolaire ou loisir, si c'est pas trop contraignant, de travailler sur trouver. Nous, on l'avait fait faire à un stagiaire de 3e à un moment donné, la compagnie. Il s'était régalé parce que du coup, lui, il faisait des recherches. Quels sont les bâtiments emblématiques de Marseille? Il s'est renseigné sur quel architecte, quelle époque, quel type d'architecture, quel style. Il avait même écrit les petits textes au dos pour raconter. Voilà, et c'était régalé, quoi. Et en fait, cette démarche-là est en soi déjà un jeu presque, d'aboutir à cette frise de cartes. Bon, il n'y a pas d'enjeu, je gagne ou je perds, mais quoi qu'il y a des pièges des fois dans les bâtiments qui ont subi des rénovations, des choses comme ça. Et juste un mot, non, je disais que moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi avec les étudiants de l'école d'architecture qui sont aussi très doués pour transposer des jeux et sur les sujets de l'architecture et de la ville et ça peut être aussi intéressant. Alors, ce n'est pas directement le public, mais voilà, c'est un apport de compétences non négligeables. En effet, oui, tout à fait. D'ailleurs, qui travaille aussi avec la maison d'architecture des Bouches-du-Rhône, tout ça, il y a de cette façon-là. Bon, il est 47, je n'avais pas vu l'heure. Est-ce que vous avez, parmi les personnes restantes et vaillantes, un mot à ajouter avant qu'on clôture cette séance, sachant que les prochaines séances démarrent dans 20 minutes, 25 minutes, je sais plus. Juste moi, je vous dis au revoir parce que j'ai un rendez-vous et donc je suis obligée de vous laisser. Merci beaucoup. Et merci aussi à tous parce que je pense que c'était très intéressant. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci. Merci à tous. En tout cas, on a pu aborder plein de pistes et plein de questions super intéressantes. J'espère que ça vous a tous un peu enrichis dans vos pratiques et dans vos réflexions. Donc, merci au CAUE du Var et à Mireille qui vient de nous quitter de la maison d'architecture de l'Isère d'avoir participé
à la présentation et Pauline pour le backup technique. Et puis, je vous dis à très vite sur une autre session, si on se recroise dans la journée, d'ici la plénière ou à la plénière. Enfin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir.